C'est le grand moment attendu, Romain, Romain Ben David, IFOP. Vous savez que depuis 26 ans, nous réalisons, l'association JNA réalise des enquêtes chaque année qui constituent des baromètres de santé. Le but de ces sondages derrière, c'est d'impulser des études populationnelles, en tout cas de pousser le pouvoir public à lancer des études populationnelles, épidémiologiques, etc., pour aller plus loin et intégrer la santé auditive dans la politique de santé publique. Romain Ben David, IFOP, les révélations de l'enquête sur la santé auditive des enfants via, bien entendu, la lecture des parents. Bonjour à tous. Donc effectivement, on va révéler les résultats de cette grande enquête inédite, puisqu'elle est réalisée pour la première fois depuis que l'IFOP travaille pour la JNA chaque année depuis 2015, auprès de parents de jeunes enfants. Donc la plupart des résultats sont inédits, et comme le professeur Puel a commencé à le dire, certains sont assez impressionnants. Alors on va avoir 4 parties dans cette restitution. D'abord l'importance, les parents vont parler d'abord d'eux-mêmes, l'importance qu'ils accordent à cet enjeu. Ensuite ils vont parler du parcours santé de leur enfant, l'exposition et le niveau de protection qu'ils estiment mettre en place pour leur enfant en matière de bruit et de nuisances sonores. Et puis enfin une partie sur les actions attendues, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics. Quelques mots sur la méthodologie, ce qui est important pour évidemment la légitimité de l'enquête. Donc c'est une enquête qui a été menée auprès d'un échantillon de 1000 parents d'enfants de moins de 10 ans, représentatifs de cette population. Donc on interroge des parents parce qu'effectivement certains enfants, et la plupart de moins de 10 ans, ne peuvent pas s'exprimer sur ces enjeux eux-mêmes. Et puis on est à un âge où les parents peuvent encore contrôler les enfants et connaître les actions ou leur comportement en matière d'audition. Petit point méthodologique, lorsque le foyer comportait plusieurs enfants de moins de 10 ans, l'interrogation a été faite pour l'enfant le plus jeune, afin là aussi de limiter les efforts de mémoire des parents. C'est une enquête qui a été réalisée en ligne et entre le 25 janvier et le 1er février 2023. Alors la première partie, on est sur le niveau d'information et le niveau d'inquiétude. Donc là, on parle des parents, c'est les parents qui s'expriment, avec un premier résultat sur le niveau d'information sur différents enjeux de santé concernant son enfant. Comme vous pouvez le voir, les résultats sont très variables selon les enjeux de santé, entre évidemment le Covid, mais aussi l'addiction aux écrans, l'obésité, où il y a une très large majorité des parents qui s'estiment être bien informés. Une grande majorité, donc vous voyez, de parents sont très bien informés sur des enjeux comme le Covid, l'addiction aux écrans, l'obésité. Et quand on descend tout en bas, on a 2 enjeux qui passent un peu sous les radars, qui sont cités seulement par une minorité de parents, alors que tous les autres enjeux sont majoritaires en matière de qualité de l'information, la surdité et les acouphènes, et l'autisme, dont une minorité de parents, 49% dans les 2 cas, estiment être bien informés. Autre point, avec exactement les mêmes items, le niveau d'inquiétude ressenti à l'égard des différents enjeux. On voit qu'il y a une corrélation avec le niveau d'information. Les deux enjeux qui nous intéressent particulièrement, la surdité, les acouphènes et les otites, suscitent un niveau d'inquiétude certes important, mais largement minoritaire, par rapport à des sujets qui sont beaucoup plus médiatisés, comme le harcèlement numérique ou scolaire, où on voit effectivement beaucoup de campagnes, ou les impacts environnementaux. Rappelons qu'on est sur des parents de jeunes enfants, donc des parents qui sont assez jeunes, donc très sensibles, comme on le voit dans nos autres enquêtes, aux sujets environnementaux. En revanche, on voit que pour beaucoup, la surdité et les acouphènes et les otites passent sous les radars. Ils passaient sous les radars en matière de niveau d'information pour beaucoup de parents, et en termes d'inquiétude, ça ne suscite pas une inquiétude si importante, alors qu'on va voir qu'il y a des raisons pourtant de s'inquiéter objectivement. Autre enseignement, la capacité à reconnaître une difficulté de compréhension de la parole de son enfant liée à un problème auditif. Alors certes, 70% des parents sont en mesure de le reconnaître, mais 30% déclarent ne pas pouvoir reconnaître une difficulté de compréhension de la parole liée à un problème d'audition. Et c'est effectivement très variable selon l'âge de l'enfant. Ce 30%, il monte à 37% quand on a un jeune enfant de moins de 5 ans, donc il y a effectivement plus de difficultés à énoncer ses problèmes, et donc on a un enjeu qui passe beaucoup plus sous les radars. Il faut bien voir que les résultats peuvent être très différents selon l'âge de l'enfant,
où on va monter à plus de 70% quand on arrive à proche de 10 ans. On peut davantage énoncer un problème et puis se rendre compte aussi du côté du parent que l'enfant a un problème d'audition. C'est beaucoup plus compliqué quand l'enfant est plus jeune. Alors ça, c'était sur les perceptions des parents eux-mêmes. Maintenant, on va rentrer sur la prise en charge médicale et donc le parcours médical des enfants, avec une première question sur l'expérience d'un dépistage de l'audition de son enfant par différents acteurs, donc médecin généraliste, médecin pédiatre, médecin scolaire, médecin ORL. On voit que dans tous les cas, ça a été, ce dépistage est minoritaire. Néanmoins, en majorité, on a 84% des parents, si on regroupe au moins un de ce dépistage, qui déclarent que leur enfant de moins de 10 ans a eu un dépistage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un dépistage, c'est plutôt un enjeu qui semble traité par des médecins généralistes, ou médecins généralistes, médecins pédiatres, et beaucoup moins par un médecin spécialisé, par un ORL. Donc il semble que ce ne soit pas un réflexe pour les parents, pour beaucoup de parents, d'aller voir un ORL, qui n'est cité que par 33%, donc en comparaison, beaucoup moins qu'un médecin généraliste ou un médecin pédiatre. Alors, ce qui est intéressant, c'est si on regarde comment ça se ventile auprès de différentes catégories de population. On a vu qu'en moyenne, c'était 84% des parents qui déclaraient que leur enfant avait eu au moins un dépistage de l'audition. C'est un sujet qui est un peu plus porté par les jeunes parents, les plus jeunes, 18 à 24 ans, et puis ça descend sur les parents un peu plus âgés. Et ce qui est intéressant aussi, et ce qui fait écho avec d'autres enquêtes qu'on réalise pour la JNA, c'est que ce sont les professions qui sont le plus soumises au bruit, notamment les ouvriers et les employés, au bruit dans leur quotidien, au bruit dans leur travail, qui consultent aussi, qui ont fait l'expérience d'un dépistage pour leur enfant. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet auprès de populations plus sensibilisées aux nuisances sonores? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. Autre enjeu, la consultation. Alors cette fois-ci, on pose la question précise d'un médecin ORL pour son enfant, pour différentes raisons. Donc on n'est pas que sur un dépistage. Avez-vous déjà consulté un médecin ORL? En moyenne, on est sur une moyenne, que je ne dise pas de bêtises, qui est de 55% qui ont déjà consulté un médecin ORL. Et donc dans le détail, ce sont surtout pour des maladies assez connues, otite, douleur à l'oreille, des maladies qui fréquentent auprès des enfants, 41 et 31%. En revanche, on voit que pour des enjeux qui sont plus liés à une dégradation de l'audition sur le long terme, que ce soit sifflement ou bourdonnement dans les oreilles, donc c'est-à-dire des acouphènes, 14%, ou difficulté par exemple de compréhension de la parole, 18%. On n'est plus sur des enjeux visibles que sur des enjeux qui sont moins facilement détectés, en tout cas par les parents, et qui entraînent moins un réflexe d'aller consulter un médecin ORL. Donc si je reviens à ce score moyen, c'est malgré tout une majorité de parents qui a consulté un médecin ORL. Il y a plusieurs enseignements intéressants quand on regarde comment ça se répartit en termes sociodémographiques. Autant on avait vu que pour le dépistage de son audition, c'était les parents les plus jeunes. Là, on voit que la consultation des parents ORL, c'est plus un réflexe de parents plus âgés. C'est aussi une démarche plus proactive. On peut penser qu'un dépistage peut être proposé dès qu'on va voir un médecin généraliste ou son pédiatre, donc ce n'est pas forcément une action volontaire des parents. En revanche, la consultation d'un médecin ORL est beaucoup plus volontariste, et on voit que là, ce sont les parents plus âgés qui sont davantage proactifs dans ce domaine. Autre enseignement, c'est selon l'âge de l'enfant. On voit très clairement qu'on est sous un enjeu qui passe sous les radars quand l'enfant a moins de 4 ans, et que ça devient nettement plus important et majoritaire. Il y a une bascule qui se fait à partir de l'âge de 4 ans et qui se maintient à peu près jusqu'à l'âge de 9 ans. Alors, si on remonte un peu en amont sur le parcours santé, sur comment est-ce qu'on a été alerté, là on est auprès de parents qui ont consulté un médecin ORL, on leur demande, avant de consulter ce médecin, pour l'une de ces raisons, aviez-vous été alerté par l'un des acteurs suivants? On voit que l'alerte principale, l'acteur qui va alerter, c'est avant tout l'enfant. Ce qui veut dire, et on le verra plus tard, que tous les enfants n'étant pas en capacité, notamment en fonction de leur âge, de pouvoir énoncer ce problème, ce qui peut paraître un peu plus embêtant, c'est que tous les adultes cités là sont minoritaires, tous les acteurs sont minoritaires
pour alerter les parents, que ce soit un professionnel de santé, 41%, le conjoint, une personne de son entourage familial ou amical, l'enseignant. Donc on a vraiment cherché à mesurer tout l'écosystème autour des adultes qui entourent l'enfant. C'est d'abord l'enfant qui fait cette alerte pour consulter un médecin ORL. Alors le diagnostic à l'issue de la consultation avec un médecin ORL, là il y a plusieurs enseignements. Si on s'intéresse à la base, à la proportion des parents ayant consulté un médecin ORL pour qui, après une perte diagnostique auditive, a été diagnostiquée auprès de l'enfant, ce sont 44% des parents qui font ce constat pour leur enfant. Si on ramène ça à l'ensemble de la population, c'était un des scores qui était rappelé au début, pour 25% des enfants de moins de 10 ans, une perte auditive a été diagnostiquée. Donc, ce qui est un score effectivement massif, même s'il y a différents degrés dans cette perte auditive. D'une perte auditive légère pour 18% de l'ensemble des enfants, une perte auditive moyenne 6%, et une perte auditive sévère nécessitant un appareillage 1%. Mais le score probablement le plus inquiétant, c'est le 56% auprès de ceux qui ont consulté un médecin ORL qui ne sont pas capables de déterminer si une perte auditive a été diagnostiquée. Donc effort de mémoire ou des intérêts qu'on avait vu un peu pour le sujet, ou alors intérêt plus fort pour d'autres enjeux de santé. On a une majorité de parents qui ne se souviennent pas quand ils consultent un médecin ORL si une perte auditive a été constatée. Alors, sujet un peu plus large sur la notoriété des dispositifs liés aux troubles auditifs. On retrouve là la confirmation qu'il y a un niveau d'information qui est relativement faible, il y a un besoin de pédagogie très important. Quand on disait que le sujet passait sous les radars au début, on voit là que seulement 29% des parents connaissent les dispositifs liés aux troubles auditifs mis en place par les pouvoirs publics. Et si on regarde un peu plus dans le détail, 28%, donc près de 30% des parents, déclarent très mal les connaître, donc n'ont quasiment aucune information ou ne sont pas capables de parler de ces dispositifs, d'où l'importance d'une communication et d'une pédagogie là-dessus, quand on voit en parallèle le nombre de pertes auditives qui ont été diagnostiquées pour les parents qui s'en souviennent. Alors cette notoriété liée aux troubles auditifs est un peu plus connue des jeunes parents, même si ça reste minoritaire partout. On est sur une moyenne de 29% et tous les scores sont globalement minoritaires. Ça augmente logiquement selon l'âge de l'enfant, mais voilà, là pour le coup on est sur des scores assez homogènes en matière de faible niveau d'information sur ces dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. Alors on va s'intéresser maintenant à tout l'écosystème autour de l'exposition au bruit de l'enfant et aux éventuelles réactions, protections qui sont mises en place par les parents, avec un premier score que dévoilait déjà le professeur Puel, qui est la fréquence quotidienne d'utilisation de casques ou d'écouteurs par son enfant. J'insiste sur le fait qu'on est sur une fréquence quotidienne. Donc, ça veut dire qu'il y a 40% des parents qui déclarent que leur enfant de moins de 10 ans écoute de façon quotidienne utilise un casque de manière quotidienne. Et bien évidemment, la fréquence est variable, de 21%, moins d'1 heure par jour, jusqu'à 2%, 4 heures ou plus par jour, mais c'est un score qui est très important dans la mesure où on est une fréquence quotidienne. Les 60%, ça ne veut pas dire que leur enfant ne met pas de casque, mais que ce n'est pas une fréquence quotidienne. Alors, est-ce que les parents interviennent pour régler le volume sonore du casque ou des écouteurs utilisés par son enfant? Globalement, oui, il n'y a pas d'inertie là-dessus. 81% des parents concernés déclarent qu'ils régulent le volume sonore en cas d'utilisation d'écouteurs ou de casques par leur enfant. Néanmoins, si on regarde un petit peu plus dans le détail, seuls 55% le font de manière régulière, c'est une habitude pour 55%, et puis 19% n'interviennent jamais alors que leur enfant écoute quotidiennement, utilise quotidiennement un casque. Si on s'intéresse maintenant au fait d'agir pour réduire le volume sonore dans différents lieux en présence de l'enfant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est plutôt une habitude pour des environnements que l'on fréquente, que l'on connaît au quotidien, dans le foyer, et puis ça tend progressivement à diminuer quand on quitte son environnement quotidien, donc par exemple dans une voiture,
lors de réception à son domicile. Alors ce sont aussi des événements ou des pratiques qui sont des comportements qui sont plus rares. Néanmoins, on voit que le réflexe joue le plus quand on est dans son environnement proche et qui tend petit à petit à se déliter quand on intervient dans d'autres types d'environnements. Alors, un point plus précis qui est la protection des oreilles de son enfant en concert ou en festival. Donc, évidemment, une partie des parents ne sont pas concernés parce qu'ils ne fréquentent pas ce type de lieu. Si on regarde les parents qui sont concernés et qui fréquentent ce type de lieu avec leur enfant, 85% ont le réflexe de protéger les oreilles de leurs enfants lorsqu'ils sont en concert ou en festival. Néanmoins, 59% le font systématiquement, en tout cas souvent, et puis 15% lorsqu'ils amènent leur enfant en festival, en concert ou en festival, ne pensent pas ou ne protègent pas, ne jugent pas utile de protéger l'oreille de leur jeune enfant. La vision des parents sur les plaintes de son enfant à l'égard du bruit et des nuisances sonores. Alors là, c'est un résultat assez intéressant. On a 30% des parents qui estiment que leur enfant, en tout cas c'est déjà se plaint de bruit et de nuisances sonores. Ça veut dire deux choses. D'abord que pour ces enfants-là, c'est pas quelque chose le fait qu'ils arrivent à l'énoncer fait que ça fait pas partie de leur environnement quotidien, puisqu'un enfant n'énonce pas forcément facilement tous les problèmes qu'il peut ressentir. Donc c'est qu'il ressent quelque chose qui lui est étranger et donc qui a l'importance d'une protection pour lui ou pour elle. Mais ça veut dire aussi que beaucoup d'enfants, comme on est sur des enfants de moins de 10 ans et a fortiori sur des enfants en bas âge, ne peuvent pas non plus énoncer. Et donc ce 30% est probablement sous-estimé, car c'est un enfant d'1 an, de 2 ans, s'il se met à pleurer, évidemment, on ne saura pas forcément si c'est à cause du bruit ou des nuisances sonores. Parfois oui, mais ce sera plus difficile à détecter par rapport au moment où il s'avance vers l'âge des 10 ans. Donc il y a probablement beaucoup d'enfants qui passent sous les radars, et on en a la confirmation avec ce slide. On voit bien que le pourcentage d'enfants qui se plaint à l'égard du bruit et des nuisances sonores, en tout cas que les parents détectent cette plainte, augmente très logiquement selon l'âge de l'enfant. Mais pour les jeunes enfants et pour les enfants en bas âge, ça semble être très compliqué pour les parents de détecter que la plainte de l'enfant est liée au bruit ou aux nuisances sonores. En tout cas, on ne le sait pas. Et ça peut être un enjeu qui passe sous les radars sur les très jeunes enfants. Alors les conséquences, les répercussions du bruit et des nuisances sonores sur le quotidien des enfants. Alors les parents voient globalement bien différentes conséquences, notamment sur la santé, sur le stress, sur l'état psychologique. 55% estiment qu'il y a le bruit et les nuisances sonores ont des répercussions sur la fatigue, 47% sur le sommeil, 44% sur la nervosité et l'agressivité. Ce qu'on voit en revanche, c'est que les enjeux directs sur l'audition, les parents ne font pas de corrélation entre le bruit et les nuisances sonores et les enjeux sur l'audition de l'enfant, puisque 33% estiment que ça a des conséquences, des répercussions sur la surdité, et 31% sur sifflement ou bourdonnement dans les oreilles. Sachant que là, on est vraiment en général, on ne sait pas forcément que les enfants touchés par ce bruit. Donc les parents sont alertés sur le fait que le bruit peut avoir, enfin en tout cas une majorité ou une petite majorité sur le fait que le bruit peut avoir des conséquences sur la fatigue et le sommeil. Ils font beaucoup moins le lien avec les enjeux de surdité, de sifflement ou bourdonnement et d'acouphènes. Si je sors un tout petit peu de cette enquête, ce qu'on voit nous dans beaucoup d'enquêtes IFOP, c'est que beaucoup de choses se jouent évidemment dès l'enfance. Et que ces comportements-là vont pas forcément s'améliorer quand l'enfant va grandir. Il sera difficile après de faire de la pédagogie et de rattraper. Donc comme dans l'école, comme dans beaucoup d'autres sujets, tout se joue là-dessus dans les réflexes, en tout cas sans être trop déterministe, dès la petite enfance. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont les actions attendues ? La nécessité pour les pouvoirs publics de faire de l'audition de l'enfant une grande cause de sa santé publique est partagée par la grande majorité des parents. 76% sont d'accord avec ça. Néanmoins, je pense qu'il y a quand même une marge de progression pour que ce soit encore plus élevé, quand on sait que ce sujet passe encore beaucoup sous les radars de certains parents qui s'estiment peu informés, peu inquiets. Donc peut-être qu'avec encore un peu plus de pédagogie et de communication, le oui tout à fait qui est à 18% pourrait gonfler un peu. Et on pourrait se rapprocher d'un score qui frise l'unanimité. C'est déjà important, 76%, mais ça peut encore gagner en termes de potentiel. Quand on demande aux parents le jugement sur l'action prioritaire à mettre en place par les pouvoirs publics concernant l'audition de leur enfant, on a proposé un certain nombre de pistes.
Ce qui est intéressant, donc ce qui ressort en premier, c'est des campagnes d'incitation au dépistage des troubles auditifs par la sécurité sociale, sur le modèle de celles liées à la santé dentaire ou visuelle, qui est citée par une majorité relative, 41% des parents, loin devant d'autres enjeux, et une hiérarchie assez nette qui s'établit entre ces campagnes d'incitation qui sont plutôt qui agissent plutôt de façon rétroactive, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a déjà un problème de l'audition, et on voit que les campagnes qui sont plus en amont, des campagnes de vigilance, des campagnes d'information, sont moins citées. Là aussi, ça nous informe, un peu en filigrane, sur le fait que finalement cet enjeu pourrait être pris davantage au sérieux et qu'on agit plutôt après coup qu'en amont et en anticipation. Alors, si on résume ces différents enseignements, donc il y a beaucoup de chiffres forts, le professeur Puel en parlait. Un tiers des parents sont inquiets pour leur enfant en matière de surdité et d'acouphènes. C'est certes important, mais c'est beaucoup moins que sur d'autres enjeux de santé qui concernent directement l'enfance. Alors que pourtant, 30% des parents déclarent que leur enfant s'est déjà plaint du bruit et des nuisances sonores, chiffre qui est probablement sous-estimé si les parents ne parviennent pas à détecter ce problème chez leur plus jeune enfant. 55% des parents, pour 55% des parents, le bruit et les nuisances sonores ont des répercussions sur le quotidien de leur enfant en matière de fatigue, 47% en matière de sommeil. Donc sur ces enjeux-là, on a une bonne visibilité. 40% des parents affirment que leur enfant écoute chaque jour des sons, donc c'est chaque jour, pas dans l'absolu, via des écouteurs ou des casques. 81% d'entre eux interviennent pour réguler le volume sonore, même si ce n'est pas systématiquement. Alors, si on retrace le parcours, 84% des parents déclarent que leur enfant a déjà bénéficié d'un dépistage de l'audition au cours de son suivi médical. On a vu que c'était principalement par un médecin généraliste ou par le pédiatre. Des parents eux-mêmes, 55% ont consulté un médecin ORL pour leur enfant. 25% des parents au total ont vu poser le diagnostic d'une perte auditive de leur enfant. Et rappelons qu'une majorité d'entre eux ne pouvaient pas dire s'il y avait une perte auditive ou pas à l'issue de la visite de ce médecin ORL. Et puis 14% des parents ont consulté un ORL aussi pour leur enfant en raison d'acouphènes. Enfin, dernier enseignement, comme on l'a vu sur le niveau d'information, et c'est probablement un des enseignements clés, le besoin de pédagogie, le besoin de communication. Une minorité de parents estiment être bien informés sur les enjeux de surdité et d'acouphènes relatifs à leurs enfants, 49%. Le score en lui-même n'est pas scandaleux. Là où il le devient plus, c'est par rapport à d'autres enjeux santé, où il est vraiment tout en bas de la hiérarchie. 29% seulement connaissent des dispositifs de vigilance des pouvoirs publics liés aux troubles auditifs. 76% des parents estiment que les pouvoirs publics doivent faire de l'audition de l'enfant une grande cause nationale de santé publique, donc un consensus, mais qui peut encore gagner. Et puis les campagnes d'incitation au dépistage sont surtout perçues comme rétroactives et moins en amont, puisque c'est d'abord ce qui est cité, c'est les campagnes d'incitation au dépistage, plus que des campagnes d'information ou des campagnes de vigilance. Donc voilà pour cette présentation des résultats. Merci beaucoup Romain Ben-David de cette révélation des chiffres. Alors effectivement, c'est un sondage déclaratif. Bien que sondage déclaratif, ça donne quand même des indications, et ces indications pour voir comment on peut mieux faire. Le but, c'est pas forcément de dire attention parents, vous avez mal fait, ou attention pouvoir public, on ne fait pas assez bien. Le but, c'est de contribuer à faire mieux au quotidien, comment on peut encore mieux accompagner les parents et les enfants aussi, et on va voir pourquoi les enjeux tout à l'heure au niveau de la table ronde.